Bonjour Joseph, Bonjour Tina. comment tu vas aujourd'hui et comment tu te sens devant la caméra? Euh, oui, je vais bien, mais je me sens un peu gêné, j'avoue. Je suis un peu nerveux, je sais pas comment me comporter. Est-ce que je regarde toi, la caméra? Je sais pas. Comme tu préfères. En Ok. vrai, tu peux regarder moi, peut-être c'est plus naturel, mais Ouais, s'il y a ok. des moments où tu veux checker là-bas Ouais, ok, je vais faire les deux. en Trop même bien. temps. Ouais, c'est la première fois que tu enregistres une vidéo avec toi dedans. Oui, Ok, première expérience. c'est ça. Intéressant. Bon, ça va bien se passer. Ouais. Et toi, comment tu vas? Moi, ça va. Moi aussi, un peu stressée, Ah, comme ok. d'habitude. Ça me soulage. Mais oui, mais je suis très contente. En plus, ça fait 3 fois qu'on veut faire ça et à chaque fois, C'est il y a un vrai. problème, on doit annuler. Et donc, aujourd'hui, enfin, Enfin, on y est arrivé. Moi, je suis prêt, j'ai hâte. yes, cool. Yes. Donc, pour te présenter, vraiment vite fait, moi je veux juste dire qu'on se connaît grâce au master en études de genre à la Sorbonne Nouvelle. Et du coup, on se connaît depuis septembre. C'est assez Ah récent. oui, oui, c'est vrai. Et je te laisse parler un peu de toi, si tu veux nous raconter d'où tu viens, Ok. pourquoi tu as bougé en France et quels sont tes intérêts en général dans la vie, tes projets, s'il y en a. D'accord. Donc, moi, je viens des États-Unis. Je suis né dans une petite ville qui s'appelle Minneapolis. Mhm. C'est pas loin de Chicago, 6 heures de route à peu près. Mais j'ai fait des études à Portland et j'y ai vécu pendant 5 ans à peu près. Ouais. Um, et j'ai mes parents qui vivent en Floride. Donc je viens de un peu partout en vrai. Donc, quand toi, t'as bougé à Portland, tes parents ont bougé. Ouais, Ok, vers la Floride. ok. Um, et donc voilà, ça c'est un peu mon histoire. J'ai fait des études à Portland en philo et en français à la fois. Hmm, Mais j'ai pas reçu mon diplôme en français en ok. fait. Donc voilà, que de philo pour Mhm, moi. Après, je suis venu en France parce qu'il y a un programme aux États-Unis qui est géré par l'ambassade de France. mhm. C'est juste pour enseigner anglais dans les lycées publics. Donc moi, j'ai fait ça 2 fois. Donc j'étais prof d'abord à Lille Mhm. euh, et après j'étais dans le Lot, à Cahors. Ouais. Ouais, ma petite vie de campagnard, quoi. Et je sais pas, après, je me suis dit, bon, c'est pas mal la France, hein, j'aimerais bien rester. Bon, au final, c'est pas si mal que ça. C'est ça, je m'amuse, quoi. Et donc, j'ai postulé pour plusieurs masters, Mhm, surtout en études de genre. mhm. Euh, et j'étais accepté à Paris. Et Ah, t'avais postulé aussi dans d'autres villes? oui, c'est ça. Ok. Il y a un programme à Lyon, j'étais Mhm. accepté là-bas. Après, à Montpellier, il y a les études culturelles. Hmm, Euh, et après, j'ai postulé dans les autres villes, mais je ne me souviens pas. ok, ça marche. Mais t'as choisi Paris. Oui, c'est ça. Ok, Ouais. ok. Mais j'ai pas l'impression que j'ai choisi la France, si ça a du sens. Tu t'y es retrouvé. Oui, c'est ça. Moi, je dis que c'était une suite de mes aventures, d'une Ouais. manière. D'abord, je voulais juste pas voir l'Europe parce que j'ai Mhm. pas eu l'argent pour venir. Et donc, moi, j'ai eu un emploi qui était payant. Ah, Donc j'étais payé par l'État, c'est pour ça que je suis venu en France. ok. Um, et voilà, je suis Ok, resté. cool. Et tes intérêts, comment tu Ah ouais, définirais tes intérêts ou tes projets de vie? c'est une bonne question. Um, hmm, c'est un peu difficile à dire. Moi, j'aimerais bien continuer mes études, peut-être aux États-Unis, um, en littérature comparée. Mais en ce moment, je m'intéresse beaucoup moins à la littérature. Je Mhm. pense que après une année à la fac, ça devient un peu lourd Mhm. parfois. J'adore toujours, mais je sais pas. J'aimerais bien changer, faire quelque chose de plus socio, philo. Mm, mm, mm. Et donc aux États-Unis, on peut faire tout ça
dans le cadre de littérature comparée. Mm. J'écris un livre en ce moment. Ah oui. Ouais. Un livre de quel type? Genre un roman ou un essai? Non, bah, on dit que c'est la non-fiction créative Ok. aux États-Unis. C'est un peu dans le genre de Edouard Louis, quand il parle de sa famille. Tu connais pas Edouard Louis? Non. Comment est-ce qu'il a tué ma mère, quelque chose comme ça. Ça parle de... Bon, je suis pas un expert en fait, j'ai pas lu ce livre, mais... Ok. Enfin bref, c'est un peu des mémoires. Des mémoires personnelles. Personnelles. Donc Ok. moi, j'écris sur mon rapport avec mon père qui est mort de cancer Ok. Je savais pas. il y a 2 ans. Hmm. Donc voilà. Et c'est pour ça que je suis rentré aux États-Unis en fait. Parce qu'il était malade, j'ai vécu en France à l'époque et Ok. T'as dû Bon. rentrer pour ça. c'est ça. Ok. Et t'écris ce livre sur ça. Oui, à peu près. Ouais. Ah, à peu près. À peu Entre près. autres. J'ai l'impression que c'est plutôt un truc c'est une manière de thérapie, alors que Ouais. je sais pas si c'est vraiment je sais pas, quelque Ouais. chose de littéraire ou Mhm. voilà. Bah, si ça te fait du bien, pourquoi pas. Ouais, j'écris. En plus, mon mémoire, il est un peu sur ça, sur le récit de soi, Mhm. comme aussi forme de thérapie, pratique de construction de l'identité, tout ça, tout ça. Donc, ouais. Ça, je savais pas en fait. Ah, mais c'est trop intéressant. Moi, j'ai une amie, il faut que tu la rencontres en fait. Hmm. Elle bosse aussi sur ça. Ouais, c'est ça. Mais elle est américaine, elle parle pas français. Ok. Tu gères. Ok. Pardon. Je suis gênée, donc je parle. Très bien. Est-ce que tu veux nous parler du coup de qu'est-ce qui t'a rapproché des études de genre? Parce qu'on n'en a jamais parlé. Enfin, Mhm. comment t'en es arrivé là? Qu'est-ce qui a fait que t'as commencé à t'intéresser à ça? C'est vrai. Je sais pas, je pense que ça a commencé à l'université aux États-Unis. Moi, j'ai fait les études à Portland. C'est de l'autre côté du pays. Donc, je me Mhm. suis éloigné de ma famille. Et je sais pas, je me ressentais à l'époque une liberté complète que j'ai jamais eue avant. Euh, et donc, je m'intéressais à, comment dire, mon expression de genre et les choses comme ça. Mhm. Euh, et ça m'a amené de prendre des cours des études de genre. Euh, Comme moi, j'ai pris pas mal de cours qui parlaient de l'histoire queer aux États-Unis et euh, je sais pas, ça m'a intéressé beaucoup et je pense que c'était un des rares cas où on peut mettre ce qu'on étudie dans les cours en Mhm. relation avec ce qu'on vit. Et donc ça m'a intéressé beaucoup. Ouais. Et donc j'ai continué avec la philo queer et la philosophie féministe parce qu'il y a pas mal de cours comme ça aux États-Unis. Mhm. Et je sais pas, c'était un coup de foudre, ça, j'adore. Cool. Très belle expression. Et tu cherchais quelque chose en particulier sur toi-même dans les études de genre? Euh, hmm, Oui, peut-être. Je pense qu'à l'époque, je jouais beaucoup avec mon expression de genre. Je faisais du drag Mhm. et je sais pas, je pense que je cherchais une compréhension de moi-même d'une manière. Euh, je suis pas sûr si je l'ai trouvé, mais euh, mais oui, je pensais qu'il y avait une type de savoir en moi que j'ai essayé de découvrir Mhm. euh, et de comprendre comment on vit en tant que les gens queer dans le monde. Mm, mm, mm. T'as envie de nous parler plus de ton expérience avec le drag show? Oui, je peux. Euh, Enfin, c'est un peu une histoire bête. Parce que moi, j'ai commencé à faire du drag parce que mon ami à l'époque, Jorge, qui fait toujours du drag en Mm. fait. Donc, cherchez-le sur Instagram, Stasi Sucks NYC. Ok. Donc, il a commencé à faire du drag et ça m'intéressait, je sais pas, de mettre des perruques et jouer avec le maquillage. Euh, et au début, c'était vraiment horrible. Le maquillage. Pourquoi? Ah, Ouais, juste niveau
je sais pas, on a fait des trucs, on a essayé plein de trucs avec le maquillage et ça n'a jamais marché. Oh On non. avait l'air tellement... bah bref, on était des débutants. Ben oui, il faut Débutantes. apprendre, il faut partir quelque part. C'est ça. Et donc, il a vraiment amélioré. Et donc, moi, j'ai fait en même temps parce que bah, c'était quelque chose qu'on faisait ensemble. Et après, j'ai eu 18 ans, 19 ans, plutôt 19, 20 ans. Et on voulait sortir. Et aux États-Unis, tu peux pas entrer dans les boîtes ou les bars si tu as moins de 21 ans. Ah oui, Ouais, c'est très strict. ok. Mais par contre, j'ai pas eu envie d'acheter une fausse carte d'identité. Donc, il y a il y a une manière d'entrer si tu fais partie d'un spectacle dans un bar. Ouais. Donc, on a commencé nos carrières de Wow. drag Du comme coup, ça. avant, vous le faisiez genre chez vous, C'est ça. ok. Et après, vous avez commencé à vous exposer au public. Ouais, lui plutôt. Moi, j'ai fait une chanson et après, je buvais, je m'amusais pendant quelques heures et après, je suis rentré. Ok. Mais c'était 1-2 fois par mois, donc c'était pas très souvent pour moi. Pour lui, un peu plus, parce qu'il vivait à Seattle à l'époque. Moi, je vivais à Portland, donc il y a 3 heures de route. Et en plus, à Portland, tu peux pas sortir si tu as moins de 21 ans. Ok. Donc j'étais un peu obligée de quitter ma ville. Pour aller ailleurs. Ouais. Et aujourd'hui, ça t'intéresse pas de continuer? Si, en fait, oui. Je pense que récemment, j'ai eu je sais pas, quelque chose à piquer mon intérêt, peut-être de mettre de maquillage. Quand je sors, je fais des soirées techno, des choses comme ça. Ouais, j'aimerais bien recommencer, en fait. Le problème, c'est que c'est hyper cher et faut acheter plein de trucs, tu sais, des perruques, des Mais perruques. Ouais, des vêtements, tout ça. J'avais jamais pensé, mais oui. Ouais. Non, au début, je sais pas comment ça marche en France non plus parce que tu donnes pas des pourboires aux drag queens. Donc au moins aux États-Unis, on donne des $1. Ah oui, à la fin du spectacle. Non, pendant même. Ah, pendant, ok. Ouais. Peut-être ici, c'est à la fin, non? Il y a le chapeau à la fin des spectacles, ok. je crois. Et après, c'est partagé entre toutes les personnes qui se sont bien, ok. exhibées. Je pense. Donc ça c'est bien. Au moins il y a une manière de gagner un peu d'argent. Parce que sinon, tu fais que perdre d'argent. C'est hyper cher. Ouais. C'est vraiment quelque chose qu'on fait parce qu'on adore, je suppose. Ouais. Parce que ça fait du bien. Ouais. J'aimerais bien recommencer, mais c'est compliqué. Et je pense que le niveau... Pas le niveau, mais... Comment dire? Comment ça marche en France avec le drag, c'est tellement différent qu'aux États-Unis. En quoi? Par exemple, aux États-Unis, il y a des quartiers gays ou queer où il y a plein de bars. Chaque soir, il y a des spectacles de drag. C'est très facile, je pense, d'intégrer ces lieux. Alors que en France, ça n'existe pas exactement. Il n'y a pas des bars qui font des spectacles chaque soir, je pense. Au moins, je ne l'ai pas trouvé. Peut-être pas chaque soir, mais... C'est ça. Il y en a quelques-uns que je connais. Ah, ok. Mais c'est plutôt peut-être une fois par semaine ou un truc comme ça. Ah, ok. Et après, je pense que ça existe, mais on ne les connaît pas. C'est probablement vrai, en fait. Je pense, j'imagine à Paris, ça doit... Oui, j'ai rencontré une personne qui fait du drag, mais c'est avec une assos. Ok. Donc je sais pas comment ça marche. Il faut passer par une assos, je pense, queer. Peut-être, ouais. Donc voilà, c'est confusant pour moi. Donc j'ai pas tenté. Mais je devrais le faire, c'est vrai. Quand il sera le temps, ça viendra. Ouais, l'été, après le mémoire. Les vrais, oui. Ouais. L'été, ouais. Et par rapport à la France et les États-Unis, comme tu as dit, aux États-Unis, par exemple, c'est beaucoup plus facile de trouver des soirées drag, mais même sur les études de genre, les États-Unis, c'est beaucoup plus avancé. Alors qu'ici, on galère encore à créer des masters vraiment centrés sur le genre et tout ça et tout ça. Donc, pourquoi tu fais ça ici, en sachant que un peu tout est là-bas? C'est une bonne question. En
vrai, j'ai pas une bonne explication. C'est juste que j'ai déjà vécu en France. J'étais déjà en France. J'ai Ouais. postulé. Et je me suis dit, ça va être la même chose, non? C'est un peu bête de penser comme ça, mais je me suis dit, Ouais. le système universitaire en France, ça va être à peu près la même chose que le système aux États-Unis. Mhm. Maintenant, je me rends compte que c'est pas vrai. Mhm. Ah, T'es déçu? un peu, ouais. Mhm. Je sais pas si tu te ressens la même chose, mais... Bah moi, par rapport à l'Italie, je pense que l'Italie est encore pire. Donc moi, ça me va quand même ici. Et aussi, j'ai pas envie de bouger vers les États-Unis. Donc pour le moment, ça me va. Mais Ouais, oui. c'est vrai que c'est quelque chose qui a commencé aux États-Unis. Je pense que les études de genre, en tant que des programmes à l'université, des masters, même des licences en études de genre. Moi, j'ai Mhm. beaucoup d'amis qui ont fait ça. Mhm. Alors qu'en France, je suis pas sûr si ça existe. Je suis pas sûre non plus. Ouais, En licence, je pense pas. ouais, moi non plus. Et en master, peut-être ça commence dans les dernières années, Ouais, il y a une mais douzaine, mm, même pas. petit à petit, vraiment. Oui. Donc, voilà, j'étais juste en France et je voulais poursuivre mes études ici. Et Mhm. j'ai eu une conception un peu bête que les études de genre en France, ça va être aussi avancé qu'aux États-Unis. Parce qu'il y Ouais, a plein de féministes françaises, c'est vrai. des théoriciennes, Mm, mm, mm. des philosophes qui viennent de la France et qui sont très bien connus aux États-Unis. Donc je me suis dit, toutes ces personnes, elles viennent de milieux universitaires, donc ça doit être à peu près la même chose. Ouais, ouais, Euh, mais non. ouais. RIP. Bon. Rip. Oui, R.I.P. oui, en italien on dit RIP. Je sais pas si en anglais ou en français on dit la même chose, mais bon. RIP. Ça se comprend. Pour passer à une question un peu plus intime, Ok, et sens-toi libre de dire ce que tu veux, ne te force pas. d'accord. Ok. Quel est en ce moment ton rapport à l'amour? Et si tu veux essayer de répondre en pensant à comment il a évolué grâce à tes études, à tes Hmm. découvertes, tes rencontres des dernières années. Ok. Je pense que mon rapport avec l'amour, c'est un peu flou. C'est toujours en train de changer. Mhm. Euh, je pense que dans le passé, j'ai eu un rapport avec l'amour qui était pas du tout sain. Euh, mais j'essaie d'améliorer ça. Je pense que dans le passé, j'ai eu un peu l'idée que il faut trouver quelqu'un qui va, je sais pas. Après, on va être ensemble et je sais pas, ça va être parfait. Ok. Il y a une personne dans ce monde qui est parfait pour moi. Mhm. Et il faut que je le trouve et dès qu'on se met ensemble, on va, On va être ça, c'est ça. heureux C'est et... ça. On Mhm. va avoir des petits-enfants. Non, j'ai jamais voulu ça. Mais au moins, je pense que j'ai eu une conception de un peu le couple bourgeois Ok. euh, qui m'a hanté pendant des années. D'accord. Euh, et Tu sais d'où ça vient, cette conception? oui, je pense que ça vient de tes parents, d'une Mhm. manière. Je pense que c'est le seul rapport qu'on voit euh, quand on est jeune et on essaie de recréer ces rapports Mhm. avec les parents. Mes parents étaient dans un rapport pas traditionnel, mais c'était un couple bourgeois. Ils faisaient pas des trucs très queer, Mhm. on va dire. Donc je pense que j'ai essayé de recréer ça. J'ai eu une image d'un couple idéal Mm. dans le sens bourgeois et j'ai essayé de le recréer avec un mec, un type. Ouais. Et je pense que maintenant, je sais pas, je suis plus libéré de ces conceptions de mariage bourgeois ou du couple bourgeois. Je pense que c'est un peu naïf de dire que il y a une Mhm. personne qui va compléter ma vie, quoi. Et après, il faut juste le trouver. Ça met la pression aussi.
C'est ça. à toi et à la personne que tu rencontres, tu vas compléter ma vie. C'est ça. Et je pense que dès que dans mon expérience, dès que je me suis mis en couple avec quelqu'un, j'ai un peu oublié tous mes amis, toutes les choses que je faisais à côté. J'étais Ouais, complètement, je sais pas, ça a devenu ma vie, ce rapport. classique. Classique, ouais. C'est un peu Sex and the City, tu sais, Je sais. Notre gourou, C'est Sex and ça. the City. Carrie Bradshaw. Carrie. C'est peut-être pas une bonne role model. Je vois. Ouais, moi je suis Samantha. Petite déclaration, coming out. C'est ça, coming out. Moi je suis Samantha. Je suis pas Carrie Bradshaw. Même si j'écris, je suis pas Carrie Bradshaw. Et non, maintenant je pense que c'est vraiment dans mes cours d'études de genre aux États-Unis, surtout mes cours de philosophie féministe, on a parlé beaucoup d'idées de comment les femmes surtout sont, comment dire, moi je pense surtout à l'essai de Adrienne Rich, l'hétérosexualité obligatoire. Et elle parle de comment les femmes sont élevées pour avoir une image de mariage et d'une vie de couple, d'une vie domestique, qui les empêche de parler de leur propre sexualité et d'investiguer leur rapport amoureux avec les femmes, parce qu'il y a toujours cette image de « Ah, moi je suis une femme, donc je dois me mettre en couple avec un homme et avoir des petits-enfants et tout ça. Et je pense qu'il y a, même pour les gens gays, d'où je viens, je pense c'est très normal d'être gay. C'est pas intéressant, c'est pas subversif, tout le monde est gay. Ok. Donc moi, je pense que j'ai eu un peu cette idée que, oui, je suis gay, mais je dois me mettre en couple et avoir des petits-enfants. Et Donc se une marier. forme de hétéronormativité, C'est même ça. au sein du couple gay. C'est ça. Ok. Ouais, un peu de, comment ça s'appelle, homonationalisme d'une manière. Il y a l'idée que, on peut s'intégrer dans la culture dominante et je pense que j'ai vécu avec ça, j'ai grandi avec ça. J'ai mon oncle qui est gay, il a fait son coming out pendant la crise de sida. Donc ça a un peu bouleversé ma famille et maintenant ils sont très Ils ont ouverts. accepté maintenant. Oui, même là-bas, pendant la crise de sida, les années 80, tout le monde était très pro-gay, qui était un peu rare pour l'époque. Donc moi j'ai vraiment de la chance d'avoir grandi dans une famille comme ça. Et je pense que oui, ces conceptions normalisantes de ce que c'est un couple, ça m'a beaucoup frappé. Mais, ouais. Donc j'ai essayé de faire des autres types de couples, pas non monogames. J'ai fait un couple avec un mec à Londres. Je vais pas dire son nom. Secret, pardon, pour les proches. Et on était comment dire, en relation libre. Et ça m'a beaucoup plu en fait. Je sais pas, je me sentais pas du tout enchaîné à une personne. Et à la fois, j'étais libre de suivre mes rapports sexuels qui m'intéressaient. Mais à la fois, j'ai eu ce rapport avec ce mec. Et je sais pas, il n'y avait pas cette idée que c'était exclusif. On est ensemble parce qu'on veut être ensemble. On peut toujours baiser d'autres gens. Pardon. Mais quand même, on veut être ensemble. Ouais, ça n'empêche pas que votre amour existe. Et ça me met plus en sécurité, je pense. Je sais pas, l'idée que on a choisi d'être là. On peut avoir des autres rapports, mais quand même, on pense que le rapport qu'on a, c'est mieux que ces autres. Donc c'est un peu une conception monogame quand même, mais... non, c'est du polyamour hiérarchique ou relation libre. C'est vrai. Ouais, c'est une forme de... En vrai, c'est une forme de non-monogamie. Même si c'est pas forcément polyamour, mais c'est une non-monogamie consensuelle. C'est vrai. Ça, c'est la définition, c'est important, je crois. Oui, consensuelle, c'est important. Et quel est ton rapport avec l'amitié, du coup, aujourd'hui? Parce que tu as dit qu'avec ce ancien modèle d'amour, tu oubliais un peu tes amis et tout ce qui est autour.
Est-ce qu'aujourd'hui tu arrives... ou est-ce que les amitiés ont une place importante dans ta vie en ce moment? Oui, je pense que oui. Enfin, j'essaie de, comment dire, déplacer ces Mhm. valeurs d'une manière. Si on me les met dans une hiérarchie, je pense que dans le passé, c'était être en couple et Mhm. après les amis. Ouais. Et maintenant, j'essaie de renverser cet Mhm. ordre. Je sais pas, non, je pense que c'est important d'avoir des amitiés proches et d'avoir des gens avec lesquels on peut parler de nos sentiments et tout ça. Et je pense que c'est plus logique de mettre cette énergie dans les rapports avec les amis Mhm. que dans des rapports amoureux, d'une Mhm. manière. Parce que les amitiés, ça va durer dans l'idéal. Et je sais pas, je pense que si tu mets plus le point sur les amitiés, tu vas être moins déçu. Mhm. Et même quand tu es déçu par tes rapports amoureux, tu as toujours des amis qui veulent t'aider, et qui Mhm. te soutiennent et tout ça. Mhm. Donc je pense que c'est beaucoup plus important Ok, que l'amour en ce moment. Peut-être que ok. ça va changer, j'espère pas. On touche du bois. Ok. Et après, j'avais une question sur... bah, j'imagine du coup aujourd'hui tu fréquentes un peu les milieux féministes, des Mhm. soirées ou même juste les personnes que tu fréquentes, c'est peut-être des gens un peu queer, j'imagine. Oui, je Enfin, en dirais. te connaissant, je dis aussi que peut-être c'est le cas. Du coup, tu penses que en tant qu'homme cis hétéro, non, Hmm. pas cis hétéro, Oh. cisgenre, pardon, en tant qu'homme cisgenre, tu penses que tu trouves quelle place dans le milieu féministe aujourd'hui? Est-ce que des fois tu te sens Hmm. exclu ou Non, je me sens pas exclu, pas vraiment. Je dirais que hmm, c'est juste, j'essaie de ne pas prendre trop de place. mhm, Je pense que dans le milieu féministe, je pense que d'abord, je pense que c'est plus important de mettre l'importance sur les personnes qui sont dans des situations plus hmm, difficiles. mhm, Être mec gay, c'est pas grave, c'est normal. Bah, mhm, c'est pas normal, mais c'est juste c'est pas si difficile de vivre comme ça. Et j'essaie de ne pas prendre la parole ou pour, je sais pas, parler pour les femmes ou pour les femmes trans ou les choses comme ça. mhm. Je pense que tu peux toujours faire partie de ces milieux, mais il faut se rendre compte que t'es pas la personne la plus importante. Ou il y a des autres luttes et avec lesquelles on est en solidarité, Mhm. mais c'est pas à dire que t'es, je sais pas, qu'est-ce que je veux dire? Que, Hmm. oui, j'ai compris. Ouais, c'est juste que, ouais, tu peux être en solidarité avec ces gens, des femmes trans, euh, et c'est juste, je pense que c'est le plus important de leur donner la parole pour exprimer, et tu peux être une alliée, mais une alliée qui n'est pas sur la scène, quoi. Ouais. Et donc, je pense que c'est ça le plus important, si Mhm. ça a du sens. Bah, il n'y a pas de réponse correcte. C'est juste comment tu te sens Ah oui. là-dedans. Parce que, bah, on en parlait l'autre jour. Il y avait une Mhm. marche, du coup, pour le 8 mars, mais le Ah 7 oui. mars, en non-mixité. Mais en non-mixité, meuf, gouine, PD et trans. Donc, un peu tout le spectre queer Mhm. et de femmes en général. Et tu avais l'impression de ne pas être inclus là-dedans. C'est vrai. Mais enfin, tu m'as envoyé un message en disant, qu'est-ce que t'as dit? Queer-o? Ah, C'était queeros. pour les Mais je sais femmes pas et si ça les existe queer-o. ce terme. Peut-être que je l'ai inventé, les queeros. Après, j'étais en train de je sais pas, poser la question, est-ce que je suis un queer-o? Hmm. Mais, C'est quoi pour toi un queero et pourquoi tu penses que tu l'es pas? je sais pas. Moi, dans ma tête, j'ai une conception très américaine, peut-être. Je pense Los Angeles de l'Est, Bushwick à New York, il faut avoir la crâne rasée, les tatouages, voilà.
Ok, un peu plus radical ou Ouais, extrême. alternative, ouais. Je sais pas, je pense toujours en termes esthétiques, Ok. qui n'est peut-être pas une bonne idée, mais c'est difficile d'arrêter. Mm. Donc moi, je me suis dit, j'ai pas envie d'aller à la marche et avoir l'air, je sais pas, hétéro ou... Après, bah, je veux pas que les gens posent la question, bah, c'est qui ce mec-là? Pourquoi il est là? Je sais pas, peut-être je suis pas assez queer pour intégrer ses yeux. J'ai l'impression, je sais pas. Mais je pense que ça, c'est un problème que j'ai. Parfois, je pense que je m'habille pas toujours dans la manière la plus queer. Mais ça doit pas être une obligation. C'est vrai, c'est vrai, Sinon, ça perd son sens de liberté, justement. c'est vrai. Mais je Mais comprends que ça peut être difficile de se libérer aussi de ces idées préconçues. ouais, je pense qu'il y a une manière de... Moi, j'ai l'impression que j'échoue en tant que personne queer. Um, je sais pas. J'ai l'impression que je suis pas assez alternative. Je m'habille pas d'une manière qui est très queer de base. Um, je sais pas, et j'ai un peu peur d'être li en tant que hétéro. Mhm. Ouais. Et je pense que dans les endroits queer, cette marche par exemple, ça serait pas bien vu. Peut-être un mec hétéro là-bas. Oui. Bah, après, je pense que ouais, personne ne va te demander ton orientation sexuelle pendant la marche, mais je comprends. C'est vrai qu'il y a un peu cette image des queer avec les paillettes et et les couleurs partout, et les tatouages et les piercings et tout ça. C'est vrai. Mais, Mais je mais pense... ça doit pas être une obligation, à mon avis, C'est sinon vrai. vraiment ça devient une limite, alors que C'est vraiment ça. on en a marre des limites, non? C'est vrai. Non, c'est vrai. D'une manière, j'ai créé une norme dans ma tête de ce que c'est d'être queer. Ouais, Et après, je me regarde et je dis, ah ben, je suis pas en accordance avec la norme que ouais. moi-même j'ai créée. Bah, peut-être que c'était créé par les autres, je sais pas. Mais voilà, c'est vrai que ça te limite d'une manière. Et c'est un peu dommage, mais Ouais, j'ai c'est toujours des dommage. difficultés, je sais pas. Peut-être que je dois m'habiller en crop top ou... Seulement si Je t'en sais as pas. envie. Ouais, bah je vais le faire l'été, bah il fait chaud, mais 8 mars, c'est un peu Pas compliqué. encore. Ouais, on n'est pas encore là. Euh, Mais oui, parfois j'ai l'impression que j'échoue, je dirais, que je suis pas assez queer pour ces endroits. J'ai pas assez de tatouages, j'ai pas assez de piercing. Je dois réfléchir le mulet, peut-être, je sais pas. Mais même maintenant, ça fait un peu hétéro, les mulets. Non, les moulets c'est queer. Non. Non. Pour Bah moi, oui, oui. oui. Moulette, en plus avec un peu de rasé là, Ouais, ouais, mais c'est queer, je dois queer. le réfléchir un peu. Mais Ouais. c'est vrai, c'est vrai. Mais j'ai l'impression en France, beaucoup moins. Mm. Ça fait un peu rugbyman. Non. Tu Ok. penses? Ouais, je sais Non. pas. Je sais pas. Moi, dès que je vois une personne avec moulette, je pense que c'est des queer. Ouais. On a une expression en anglais, en fait, qui s'appelle stragget. Est-ce que tu connais? Non. C'est un porte-manteau. Non. C'est ce qu'on dit en anglais, porte-manteau, mais ça marche pas en français. Bah, c'est un jeu de mots, d'une Ok. manière. Donc, on prend le mot straight, hétéro, et le mot faggot, PD. Ah, Et donc, on les met ensemble, stragget. ok. Et donc, ça désigne les hommes hétéros qui s'habillent comme des PD. Ah. Et donc, maintenant, tout ce qui était historiquement des styles des PD, on va dire des moulets, des moustaches, tout ça, ça devient à la mode pour les mecs hétéros. C'est un peu comme du queer baiting, non? Oui, exactement. C'est ça. Ouais, c'est un peu... Utiliser des codes de la mais ouais, je sais pas si c'est la même chose parce que queerbaiting c'est vraiment prendre les codes de la communauté LGBT pour en avoir un profit, genre économique oui, oui, oui. ou un truc comme ça. Je sais pas si c'est exactement la même chose de Straget. Comment t'as dit? Stragget. Straget. Un bon accent américain. Stragget. Stragget. Ok. Donc oui, moi j'ai parfois l'impression de m'habiller en stragget Ok, plutôt qu'en PD. je vois. Mais qu'est-ce que c'est le PD maintenant? Qu'est-ce que Tous c'est les le mecs PD? hétéros s'habillent comme ça. Je sais pas.
Moi non plus. J'ai pas la définition. Ouais. Bon, mon cher Joseph, pour conclure D'accord. l'épisode, qui était très intéressant, franchement, je suis contente. Moi, je demande toujours une recommandation, si t'en as. Un film, un livre, un podcast, une personne, quelqu'un qui est important pour toi et que tu penses que tout le monde devrait connaître en restant dans le milieu féministe, disons. Quelque chose que tu as lu récemment ou étudié ou vu. C'est une bonne question. J'ai envie de dire Andrea Dworkin. Ok. Elle a écrit un livre qui s'appelle Pornographie, les hommes qui possèdent les femmes. Mais ça fait un peu rad femme. Ok. Donc elle est vraiment contre la pornographie. Tu veux définir rad femme? Rad femme, c'est-à-dire féministe radicale, radical feminist. Ok. Et c'est pas toujours un courant qui est le plus progressiste, on va dire, dans le milieu féministe. Andrea Dworkin elle-même, j'aime bien comment elle écrit, je sais pas, j'aime bien, elle écrit avec une force, c'est une colère. Colère? Une colère, pardon. Et elle parle de la manière dont la pornographie mainstream, il y a une idéalisation de la violence faite aux femmes. Moi, j'utilise cette œuvre dans mon mémoire, c'est pour ça que j'ai dit ça. Et je pense que c'est très intéressant de lire les autrices des milieux féministes qui ne sont pas très progressistes. Je pense que c'est important d'avoir un point de vue de ce que c'est le féminisme qui n'est pas totalement fermé nos entrées. Oui. Ouais, moi, je le recommande vivement, en fait. Cool. C'est très bien écrit. Je sais pas si ça a été traduit en français, pardon. Ah, parce que toi, tu le lis en anglais, ouais. Oui, forcément, pardon. Mais je pense que oui, Dworkin, ça... Ouais, elle est très bien connue. Oui. Ou même pas tout ce qu'elle fait, c'est intéressant. Et je sais pas, de considérer comment dans la culture populaire, les rapports entre les hommes et les femmes idéalisent un peu cette violence. Dans la pornographie, dans cette œuvre, mais c'est un peu son projet en général. Donc, cool. Merci beaucoup pour la recommandation. Bah de rien. Et merci pour être venu. Ouais. Pour avoir participé à ce projet. Ouais, c'était un plaisir. Merci beaucoup de m'avoir invité. Cool. Ouais. Bon, au revoir. Au revoir.